Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Si nous devions trouver un synonyme à la fuite en avant, en ces temps footballistiques, alors ce serait le dribble. Laissez croire à l'adversaire que nous allons passer par un côté et se faufiler par l'autre. En politique, la fuite en avant, c'est user d'une feinte, d'une promesse qui coûte les yeux de la tête des autres pour gagner du temps. C'est faire de l'esbrouffe et du battage médiatique pour faire oublier la situation actuelle, pour allécher l'adversaire et le faire repartir encore une fois pour un autre tour de dupe. Et comme l'adversaire, l'ennemi, c'est son propre peuple, il ne faut surtout pas que le fuyard en avant lui laisse le temps de comprendre qu'il a été grugé, encore une fois, et qu'il va encore être grugé, encore une fois. Que les promesses ne valent que pour celui qui y croit. Alors, pour que le fuyard en avant puisse devancer toute réaction populaire de mauvaise humeur et passer à d'autres promesses annoncées à grand renfort de discours lénifiants pour faire avaler aux multitudes que la friandise de demain sera plus savoureuse que celle qu'on lui avait promise pour aujourd'hui? Alors, il faut continuer à le mener en bateau. Les perdus fuitent en avant. La méthode Tebboune, l'imparable panacée de leur oncle Amham Tebboune. Ne jamais hésiter à dénaturer la triste réalité, à l'omberlificoter. Ne jamais craindre de promettre tout et n'importe quoi, puisque les menteurs ne sont pas les payeurs et qu'ils se servent sur la bête pour empiffrer la bête, la nourrir d'illusions, mais aussi de sa propre chair, de celle de ses enfants. Bagarat Litama, la vache des orphelins du fameux conte populaire. Et qu'importe si les orphelins ne trouveront plus rien à se mettre sous la dent demain, quand viendra l'hiver des jours. Entre-temps, Amham Tebboune aura gagné du temps et fourgué ses gros bobards. C'est le temps de la grande zerda, de la grande braderie, des promesses de miracles économiques dans une société entrée gratis dans un film comique s'il n'était tragique. Et elle est, cette société, l'insignifiant figurant quand Amham Tebboune le magnifique et Tfoll tel film. Un film où, comme tout film qui se respecte, le spectacle repose sur des bobards, des histoires à dormir debout, où le bluff et les coups d'estomac font le larron. Rien de mieux pour entretenir l'illusion de lendemain meilleur, de mener le bon peuple en bateau, de se servir du mensonge les plus effrontés pour dorer la tranche d'une très sombre réalité. Soc et foc, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Desde el Goddam ya Bou'lam, Dixit Bou'lam Bou'lam. C'est cela la méthode du binôme qui tient le pays par la barbichette. Passer de promesse en promesse, sans tenir ni l'une ni l'autre,
et en même temps user de tous les moyens de la propagande et du musellement des voix libres pour être les seuls à parler, pour être dans la logique de Ar-Rasham Hamida ou L'Ab Hamida. Ya Babor, kharrijni min la misère. Alors, pour parler de ces nouvelles annonces d'augmentation du chômage, de l'indemnité de chômage, du SMIC et autres promesses, avec nous, nous aurons donc Rafiq Bouhlel depuis Marseille, qui va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Et depuis le Canada, Adel Jabbar, lui aussi analyste politique très engagé pour la libération de son peuple. Rafiq Bouhlel, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Sidi Amel pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Encore une fois, une émission très intéressante et très importante que j'espère apporter quelques éclairages économiques sur les dérives de ce régime qui va dans le mur et qui emmène 45 millions d'Algériens avec lui. Merci beaucoup, Rafiq. Justement, nous avons vraiment besoin de vos lumières pour essayer de nous éclairer un peu sur tout ça, sur ces logiques qui sont tout ce qu'on veut sauf logique. Et donc, où on nous dit d'un côté qu'il y a... C'est un ministre qui le dit au lendemain de... Un ex-ministre, je crois, au lendemain du vote sur la loi de finances, où il dit que... Non, ce n'est pas un ex-ministre, c'est un député du Homs plutôt, qui nous dit qu'il y a un déficit budgétaire assez important. Et dans le même temps, on nous dit qu'ils vont procéder à une augmentation du SMIC, qu'ils vont procéder à une augmentation de l'indemnité de chômage, peut-être même des retraites. On ne nous dit rien néanmoins sur la fameuse caisse des retraites dont doit venir le jour où nous allons parler, la fameuse caisse de retraite des privilégiés du régime, hein, qui touche des retraites de 40, 50, 60 millions de centimes, 100 millions de centimes. Hein, ils ne disent rien sur ça. Alors, Rafiq Bouhlel, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces, hausse du SMIC et de l'allocation chômage tranché, nous dit-on, par le Conseil des ministres? Malheureusement, c'est des décisions encore à caractère social qui montrent que le régime algérien va toujours dans une logique qui est illogique, que vous avez très bien souligné, car les règles en économie, elles sont très simples. Pour financer une dépense, il faut il doit y avoir une rentrée d'argent. Pour augmenter le SMIC, pour augmenter l'indemnité chômage, il faut qu'en contrepartie, il y ait des taxes, des impôts ou des revenus qui vont compenser ces dépenses-là. Ça, c'est une règle universelle dans tous les budgets des États, que ce soit n'importe quel État. Quand on a une dépense, elle doit être compensée par une rentrée d'argent. Alors que malheureusement, l'économie algérienne est en faillite. On est dans l'effondrement total, surtout depuis la gouvernance de Tebboune depuis 2019, et les 6 dernières années ont été catastrophiques. Et surtout, il faut comprendre que quand on fait une augmentation d'un SMIC de 20 000 à 24 000 dinars et une prime de chômage à 18 000 dinars, 18 000 dinars ne représentent même pas 90 euros. 24 000 dinars ne représentent même pas 95 euros. Parce qu'il faut rester raisonnable et réaliste. La valeur du dinar n'est pas la valeur qui est annoncée par la Banque centrale d'Algérie, à savoir 1 euro est égal à 150 dinars. Ça, c'est une valeur
technique et qui n'a aucune valeur sur le marché réel. Mais le véritable indicateur, c'est malheureusement l'indicateur du marché informel, à savoir 1 euro est égal à 280 dinars. Et pour étayer ces propos, il faut que n'importe quel Algérien fasse une expérience très simple. Vous prenez 1000 dinars, vous vous présentez 1000 dinars algériens et vous vous présentez dans n'importe quel bureau de change étranger. Aucun bureau de change ne va accepter ces dinars-là parce que c'est une monnaie de singe qui n'est pas convertible dans le marché réel. Et elle est uniquement utilisée dans le marché algérien. C'est le dinar algérien et l'argent fictif du Monopoly, du papier, c'est quasiment pareil. Et plus grave encore, aujourd'hui, surtout depuis 2019, vu que les entreprises algériennes ont un énorme déficit et au niveau national, et pas moins de 1,2 million de petites et moyennes entreprises ont déposé le bilan. Donc, on n'a pas de recettes fiscales, on n'a pas de création de richesse, et en conséquent, le régime algérien s'est tourné vers la solution la plus simple, à savoir la planche à billets. Donc, les augmentations du SMIC et de l'indemnité chômage va être financée par la planche à billets qui vont se positionner pour imprimer toujours plus de centaines et des centaines de milliards de dinars qui vont injecter dans les banques et dans l'économie algérienne, et ce qui va favoriser encore plus l'inflation qui a connu des augmentations records, voire 100%, voire 150%, voire 200% pour des produits de première nécessité. Et en fin de compte, 27 000 dinars. Alors, pardon, Rafik Bouhelel, pour aller doucement, que nous puissions comprendre, ça veut dire si demain le seul recours qu'il leur reste à défaut de création de richesse, puisque nous savons aujourd'hui que la principale création de richesse est issue des hydrocarbures et de quelques autres sources de financement toutes naturelles, ça veut dire qui proviennent du sous-sol. À part ça, pour ce qui est du fonctionnement, des budgets de fonctionnement et non pas d'équipement, le paiement des fonctionnaires, le financement de la masse monétaire qui est en circulation, donc ils vont recourir à la planche à billets. Et vous nous dites que quand il y a un recours massif à la planche de billets, cela se répercute directement sur l'inflation. Ça veut dire les produits vont coûter beaucoup plus cher puisqu'il y a plus d'argent que de marchandises et que finalement c'est un coup fourré, quoi. Ils se moquent des gens. Ils font semblant de les augmenter alors qu'en fait ils leur diminuent de leur pouvoir d'achat. Vous avez totalement raison et vous avez très bien simplifié mes propos, je vous en remercie. Qu'il faut vulgariser l'économie parce que en économie, malheureusement, dans le monde entier, en économie, seules les réalisations comptent. Et pour cela, je vais donner des chiffres que le ministre du Commerce ne peut pas démentir, que Abdelmajid Tebboune ne peut pas démentir et que Boualem Boualem ne peut pas démentir. En Algérie, pour 45 millions d'habitants et 45 millions de consommateurs, il y a exactement 1,6 million d'entreprises disposant d'un registre de commerce. Sur les 1,6 million d'entreprises disposant de registres de commerce, vous avez pas moins de 84% de micro et de petites entreprises, notamment issues de l'enseigne Fnac, Angel et les privés. Sur les 1,6 million d'entreprises, il y a eu une faillite de 1,2 million de micro-entreprises et de petites et moyennes entreprises dues à la mauvaise gestion, la concurrence déloyale, l'arrêt des importations brutales des matières premières et des produits semi-finis qui avaient un impact direct pour la vie des petites et des moyennes entreprises. Cela a généré 3,9 millions de chômeurs en plus, au-delà des 7 millions qui sont déjà enregistrés à ce qu'on appelle Pôle emploi Algérie, qui est l'ANEM. Ce qui veut dire aujourd'hui, en 2025, pour 45 millions d'Algériens, nous disposons d'à peine 400 000 entreprises disposant d'un registre de commerce qui active réellement, qui a des salariés, plus
700 000 commerçants avec des cartes de commerçants. Donc cela est largement insuffisant pour répondre aux besoins et largement insuffisant pour créer une richesse de quelque manière que ce soit. Depuis 2019 à 2025, le PIB algérien, le produit intérieur brut, se compose toujours et encore de 96% d'hydrocarbures. Cela veut dire que en 2025, les mensonges de Tebboune qui disaient qu'en 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2025 qu'ils allaient diversifier l'économie, c'est un gros mensonge. Pourquoi? Parce que ça ne se répercute pas sur le PIB qui a toujours à 96% composé d'hydrocarbures. Plus grave encore, la Sonatrach, qui est la colonne vertébrale économique et comment dire, la vache laitière, al-Baqara al-Haloub, qui nous ramène des euros et de l'argent, a perdu sur son appareil productif, qui est passé de 1,2 million de barils par jour à moins de à peu près 980 000 de barils par jour. Donc c'est une catastrophe en matière de rentrée d'argent. En matière d'exportation, on a malheureusement vu les chiffres mensongers du régime algérien, notamment sur l'agriculture, où ils annoncent que l'agriculture a généré 45 milliards de dollars d'exportation. Le ministre Yassine Ouelid, lors de sa dernière déclaration, il a avoué que les chiffres sont faux. Lisa Hanoun a déclaré que Abdelmajid Tebboune, après 7 ans au pouvoir, que les chiffres sont faux. Donc, malheureusement, nous sommes dans un effondrement économique, un appauvrissement du peuple algérien. Et celui qui avait 1000 dinars en 2019, aujourd'hui en 2025, sa valeur réelle est de à peine 500 dinars. Il faut savoir aussi que entre le taux réel et le taux parallèle, il y a pas moins de 83% d'écart, ce qui est une sonnette d'alarme sur un effondrement économique qui est aux portes de l'Algérie et qui va avoir des conséquences dramatiques, sachant que dans la loi de finances de 2026, et moi c'est ce qui m'a choqué, ils annoncent un déficit de pas moins de 50% du budget. Et aucun député n'a tiré la sonnette d'alarme, aucun député n'a dit au ministre qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et c'est passé comme une lettre à la poste, et ceci qui est encore plus grave. Des députés sont là, normalement, pour débattre de ce plan de la loi de finances de 2026, avec une explosion des dépenses, comme vous l'avez si bien expliqué, et rappelons que toutes les entreprises économiques algériennes sont déficitaires et consomment chaque année pas moins de 20 000 milliards, selon les déclarations du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, Nadir Al-Arbaoui, de déficit pour couvrir. Mais est-ce que nous ne pouvons pas dire quand même que la Sonatrach est déficitaire? Non, la Sonatrach n'est pas déficitaire, mais quand on a 99% des entreprises économiques qui sont par déficitaires... exemple, la Sonelgaz, la Air Algérie, la Compagnie nationale maritime, est-ce qu'elles sont déficitaires? Absolument, la Sonelgaz est une société déficitaire, la Air Algérie est déficitaire, la CNAN est déficitaire, Naftal est déficitaire, Asmibal est déficitaire, toutes les grandes entreprises, la STPE est déficitaire, toutes les grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a de la mauvaise gestion, on a des coûts de fonctionnement qui sont supérieurs aux normes internationales, on a des scandales de corruption qui frappent ces entreprises année en année, et ici on remarque que depuis les 10 dernières années, on a le même schéma qui se reproduit. Des PDG qui sont nommés, ils sont limogés 2 ans ou 3 ans plus tard au maximum, avec des dossiers de corruption qui coûtent des milliards et des milliards aux caisses de l'État. Et au cours de l'autre, on renomme des PDG, des caisses de l'État, ça coûte des milliards et des milliards en matière de corruption, sans oublier le fait de cette gestion catastrophique, de cette gestion archaïque, de cette gestion basée sur la corruption, on a fait fuir toutes les entreprises étrangères qui ne veulent plus venir en Algérie car ils n'ont pas confiance. Parce que en matière d'économie, en matière d'investissement, c'est comme le mariage. Quand je viens demander la main d'une femme à son papa, et ça se base sur la confiance. Donc quand je ramène de l'argent dans un pays, je suis étranger, je ramène de l'argent dans un pays étranger, je me base sur quoi? Je me base sur la confiance. Alors qu'en Algérie, on a un système politique instable,
On a un système militaire qui verrouille toute l'économie. On a chaque semaine Chengriha qui sort à la télé pour nous dire on a tué des terroristes, on a arrêté des terroristes, on a ceci des terroristes, on associe l'Algérie chaque mercredi, on a des terroristes qui se rendent aux autorités publiques. On a des scandales de corruption à n'en plus finir. On a même des terroristes qui se rendent Brulel, on a même un terroriste qui s'est rendu il y a quelques années, une dizaine d'années je crois, puis qui a disparu des radars. Donc tout le monde pensait qu'il était en prison et puis on apprend qu'il s'était rendu encore. Mais restez avec nous, Rafik Bouhelel. Avec nous, Adel Jabbar. Merci, Adel Jabbar, d'être avec nous. C'est moi qui te remercie, mon cher ami. Bien le bonjour et mes salutations à Rafik. Donc, je suis avec vous. Quel grand plaisir pour nous et pour tout le monde qui vous réclame. Beaucoup de gens nous disent pourquoi vous ne ramenez pas Adel Jabbar parce que il ne veut pas dire, lui, il veut pas dire qu'il est passé par un moment difficile, qu'il s'occupait de sa santé, que alhamdoulilah, il va beaucoup mieux. Et nous en sommes très contents. Alhamdoulilah. Alors, Adel Jabbar. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, tout le monde sait, y compris les barons du régime, qu'il avoue aujourd'hui sans plus de complexe, qu'entre 60 et 60% de l'économie nationale est entre les mains d'une jungle qu'on appelle l'économie informelle. En tout cas, ce qui est certain, et nous l'avons vu lors de la dernière pénurie de monnaie dans les banques, si vous en rappelez, que 60 à 70% de la masse monétaire est entre les mains de cette économie informelle, qu'elle est thésaurisée, planquée dans les caves, qui est tellement massive dans ces milieux-là que les gens ne comptent plus, ils n'utilisent même plus les machines à compter. Parce que ça prend trop de temps de compter, par exemple, 80, 100 milliards. Donc, ils les pèsent. Ils savent, par exemple, qu'un quintal de billets de 1000 dinars vaut tant, qu'un quintal de... Ça, tous les Algériens le savent. Hein. Certains de nos amis étrangers, quand on leur raconte ça, ils ne nous croient pas. Ils nous disent, vous exagérez, ça ne peut pas être. C'est ça qui discrédite votre résistance. Parce que les gens, ils disent, vous êtes des comiques méditerranéens, comment ça on pèse de l'argent? Ça se passe nulle part. Eh bien, ça se passe en Algérie. Alors, Adel Jabbar, d'abord, sur cette économie informelle, sur ce taux de change informel, square, comme ils disent. Square qui n'est pas seulement le square pour Saïd, il est dans toutes les villes d'Algérie, et même en France. Il y a un square à Lyon, un square à Paris, où le taux de change a atteint plus de 300 dinars l'euro. Parce qu'en France, quand vous leur vendez de l'euro en France, c'est plus sûr. Ils ne risquent pas de se faire saisir par la douane, donc ça coûte un peu plus cher. Adel Jabbar, d'abord, qu'est-ce qui empêche ces gens de commencer par le commencement? Ça veut dire de changer la monnaie pour pouvoir faire rentrer toute la masse monétaire dans les banques algériennes, pouvoir identifier ceux qui l'ont capté, les gens qui disposent de ces fonds, et les contraindre désormais, une fois qu'ils auront changé leur argent, à passer par les contributions diverses. Ça veut dire payer de l'impôt, vendre avec des factures, acheter avec des factures, justifier l'origine des fonds, etc. Pourquoi ne veulent-ils pas changer la monnaie, tout simplement? Qu'est-ce qui les empêche de changer la monnaie? Ben, je ne sais pas, vous êtes en train de demander à un voleur de ne plus voler. C'est exactement ce qui se passe. L'Algérie, le problème unique, c'est le problème de la restructuration politique du pays. Il faut d'abord de profondes réformes politiques. En Algérie, ça veut dire changer ce système-là qui est failli et défaillant, pour pouvoir passer à autre chose. Le problème qui se pose, c'est le monopole politique d'une bande mafieuse
qui s'est accaparé illégitimement le pouvoir en 62, qui avait à choisir entre deux voies, soit la voie libérale et capitaliste, soit la voie du gauche plan. Ils ont préféré l'économie administrée parce qu'ils veulent administrer, même s'ils n'ont pas les compétences, ils administrent. L'affaire tout à l'heure parlait de sociétés nationales qui sonnent et qui sont défaillantes, effaillies. Ça ne les dérange pas. Chaque année, ils injectent des centaines de milliards de dinars pour renflouer ces entreprises qui ne produisent strictement rien. L'économie, c'est deux choses. Un, on dit que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Nous ne transformons strictement rien. Ou un petit peu. Deux, l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est une vision, c'est un programme. La monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est d'abord la confiance. Or, il n'y a absolument aucune confiance dans ce pays-là. La seule fois où l'Algérie a eu une chance de s'en sortir, c'était en 91, avec l'arrivée de M. Mouloud Hamrouch à la tête du gouvernement, et il a commencé à entamer de profondes et de très sérieuses réformes, aussi bien politiques qu'économiques qu'administratives. Ils l'ont sauté. Pourquoi je parle je reviens à Hamrouch? Parce que Hamrouch avait compris le mécanisme. Il avait créé quelque chose de fantastique, la loi sur la monnaie et le crédit, pour donner à la Banque centrale la gestion de la monnaie et du crédit. 2 années ou 1 année après, je me souviens quand Abdelaziz Abdeslam est venu, il a abrogé cette loi et il a reconfié la gestion de la monnaie au ministère, donc à l'administration, et c'est l'administration qui décide quoi faire. Depuis le temps, y a-t-il quelque chose qui a changé? Absolument rien. Parce que la monnaie, c'est quoi? Qui crée la monnaie? Ce n'est pas la planche à billets. Vous avez deux possibilités. Dans des pays faillants comme l'Algérie, c'est la planche à billets. Donc la photocopieuse qui sort des billets qui n'ont absolument aucune valeur. Ou le crédit. Donc c'est le crédit qui crée la monnaie. Vous avez 1 000 euros, vous les déposez à la banque. Quand vous les déposez à la banque, il y a quelqu'un qui vient demander un prêt de 800 euros, on lui donne ça. Il prend ces 800 euros, il va aller faire du business. Il y a quelqu'un d'autre qui vient faire un dépôt de 600 euros, il y a un autre qui vient demander 400. Nous avons déjà démultiplié ce montant des 1 000 euros qui ont été déposés. On est à 1 400, 1 600. Donc on crée la monnaie à partir du crédit. Et pour avoir du crédit, il faut être crédible. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé dans ce pays-là, j'avais un peu d'argent. Et quand je suis parti demander une carte de crédit, on m'a dit, on ne te donne pas. Ça nous prend des garanties. Les garanties, c'était mon petit dépôt que j'avais au niveau de la banque. Et ils m'ont donné une carte de crédit à hauteur du dépôt que j'avais en banque. Une fois qu'ils établissent une confiance en nous, à ce moment-là, ils vous appellent au téléphone pour vous dire, vous voulez qu'on vous augmente votre marge de crédit, vous voulez qu'on vous donne un peu plus d'argent. C'est la confiance qui repose sur tout. Moi, j'habite à 500 ou 600 kilomètres de la plus grande bourse du monde. C'est Wall Street. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit les actions se sont effondrées aujourd'hui parce que les investisseurs ne sont pas en confiance. La confiance est un tout. Les Grecs ont inventé un mot, la fiducie, qui veut dire la confiance. Or, la monnaie, c'est la confiance. Quand vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous ne transigez pas avec lui, vous ne lui prêtez pas, vous n'empruntez pas et vous ne voulez pas avoir de relation avec lui. Or, nous avons un pouvoir qui n'attire aucune confiance, qui n'inspire aucune confiance. Les scandales de corruption, de détournement, de vol, etc. font légion en Algérie. Nous sommes classés 170, je pense, si j'ai bonne souvenance, sur 193 pays dans le hit parade de la corruption. Il y a un problème que je n'arrive pas à comprendre. Il y a 3 ou 4 ans, je pense qu'on avait fait une émission ensemble dans laquelle Tebboune déclarait qu'ils allaient abroger la caisse qui servait au dépôt de l'argent
afin de venir en aide aux, je sais pas comment, j'ai oublié son nom, en aide aux gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour. C'est une caisse de compensation ou je ne sais pas trop quoi. Et ce pactole-là, c'était à peu près 30 milliards de dollars ou 40 milliards de dollars à l'époque. Et ils avaient dit qu'ils allaient abroger ça et qu'ils allaient affecter l'argent directement dans la poche des citoyens. Cette caisse-là n'a jamais été abrogée. Parce que c'est là, c'est comment dirais-je, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est là où les gens vont aller puiser pour faire leurs affaires et détourner de l'argent. Alors, Adel Jabbar, nous allons commencer à parler du titre de notre dit aujourd'hui, Algérie, populisme et fuite en avant. Nous allons d'abord écouter monsieur qui va nous parler de Tebboune et ses promesses, et je reviens à vous dans un petit moment. مكتسبات نعم مكتسبات جديدة تضاف إلى مكتسبات المواطن والأسرة الجزائرية. اليوم السيد رئيس الجمهورية يوفي بتعهداته الانتخابية. الزيادات هذه نتكلم سكينة ستمس أكثر من 11 مليون مواطن جزائري هم الذين يعملون لدى القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقريبا 2 مليون مستفيد من منحة البطالة. إذن اليوم نتكلم على الأقل على 13 مليون جزائري سوف يستفيد من منحة البطالة، وكذلك الزيادات في الحد الأدنى الأجر القاعدي المضمون. هناك حماية اجتماعية. الدولة الجزائرية لن تتخلى عن المواطن، الدولة الجزائرية لن تتخلى عن الطبقة الشغيلة. اليوم الاقتصاد الجزائري أبان عن صلابة كبيرة. اليوم نتكلم أننا وصلنا إلى التحكم في التضخم اللي كان أكثر من 9% نزل إلى أقل من 4%. إذن Alors, Adel Jabbar, je reviens à vous. Ce monsieur nous dit que M. Tebboune a tenu ses promesses, qu'il vient de faire le bonheur de millions et de millions d'Algériens. Il nous parle de 11 millions d'Algériens. Il y a comme une petite contradiction. Je vous laisserai la parole à Adel Jabbar. D'un côté, M. Tebboune qui nous dit qu'il n'y a quasiment pas de chômage en Algérie, très peu, qui est équivalent au taux de chômage en France. Et de l'autre côté, on nous parle de millions de chômeurs. Je crois même qu'il a dit, si j'ai bien entendu, 11 millions de chômeurs. Il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il nous parle de millions de chômeurs au moment où le président dit qu'il n'y a pas de chômeurs. Il y en a très peu, alors qu'il n'y a plus d'usines. Il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de prolétariat en Algérie. Il n'y a que des fonctionnaires, des travailleurs un peu dans l'agriculture, un peu dans un petit lilliputien secteur privé qui ne déclare pas ses ouvriers. Les paysans qui ne sont pas déclarés, qui échappent aux statistiques du chômage. Donc, finalement, cette fuite en avant, ce populisme, cette augmentation de l'indemnité du chômage pour un an, pour le moment, pour un an, et cette augmentation du SMIC, qui, comme l'a dit tout à l'heure Rafik Bouhlel, est à peu près, je crois, de 100 euros. Hein, le SMIC est de 100 euros, hein, pour que les gens ne se fassent pas d'illusions. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense, je devrais dire que ce porte-parole de Tebboune devrait avoir honte, parce qu'il vient d'avouer devant tous les Algériens que les Algériens sont au seuil de la pauvreté ou en dessous du seuil de la pauvreté. Quand il parle d'une augmentation salariale de 4 000 dinars pour le SMIC, ça veut dire que les gens sont extrêmement pauvres. 11 millions de gens qui sont officiellement reconnus comme faisant partie de la... 11 millions d'Algériens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, parce qu'on ne peut pas vivre avec 20 000 dinars ou 24 000 dinars. Un. Deux, cette histoire d'augmentation ou d'affectation de l'allocation au chômage. 18 000 dinars, on fait un conseil des ministres pour parler de ça et pour octroyer 18 000 dinars qui sont un pipi de chat à pratiquement 2 millions d'Algériens. On vient d'avouer, encore une fois, qu'il y a un chômage exorbitant en Algérie. Et puis, moi, ce qui me tue dans tout ça,
c'est que les gens n'arrivent pas à faire de distinguo et elles n'arrivent pas à clouer au pilori ce gouvernement d'incompétents et ce régime antinational. Pourquoi? Parce que Tebboune ne sort jamais, lui ou ses ministres ou ses représentants, pour dire nous avons un projet de développement, nous allons faire ceci ou cela avec des chiffres, avec des prévisions, avec des statistiques, avec des réalisations et avec une identification de projets porteurs pour créer la richesse. Ils sont en train de dire aux Algériens, je vous expliquerai politiquement pourquoi. Ils sont en train de dire aux Algériens, vous êtes des moins que rien. Vous avez été habitués à tendre votre main et à demander à l'État de vous faire vivre. Nous ne changeons pas cette politique parce qu'ils ont un regard méprisant, un regard colonial vis-à-vis des Algériens. L'Algérien qui reçoit 18 000 dinars ne peut pas dire demain on n'a rien fait pour moi. L'Algérien qui reçoit un logement social ne peut pas dire ils ne m'ont pas donné. Ils mettent les Algériens dans des conditions de vie tellement impossibles qu'ils les transforment en mendiants. Alors, Adel Jabbar, pardon de vous interrompre. Pour donner une idée de ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'argent en Algérie par rapport à, je vais donner un exemple, la viande. La viande, 18 000 dinars, ça doit rapporter quelque chose comme... 6 kilos. Combien? 6 kilos à peu près. 6 à 7 kilos de viande. Voilà pour avoir une idée. Oui. C'est clair. Ça veut dire, par exemple, la sardine, le poisson le moins cher, ça rapporte 18 kilos de sardines. Oui. Le SMIC, pas le SMIC, l'indemnité de chômage en Algérie est l'équivalent de 18 kilos de sardines. Et je vous laisse poursuivre. Maintenant, je vais expliquer politiquement pourquoi cette attitude, ce regard méprisant, ce regard colonial vis-à-vis des Algériens. Ce pouvoir illégitime qui s'est installé en 62 par les armes et qui n'a jamais cédé ou songé un jour céder le pouvoir ou procéder à des changements, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accaparé deux choses, deux attributs très importants de la souveraineté nationale. Il s'est attribué le trésor algérien, c'est-à-dire le sous-sol, des hydrocarbures, gaz et pétrole. Il les a privatisés pour son compte et il a pris en charge la Banque centrale, donc l'argent. Personne ne peut dire aujourd'hui à ce régime-là et son pouvoir incompétent, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Il dépense comme il veut, il donne 25 milliards à l'armée, il donne 20 milliards à je ne sais pas trop qui, et personne, il n'est pas soumis au contrôle. Il n'y a pas de reddition des comptes parce que nous sommes dans une véritable dictature où personne ne parle. Le peu d'argent qui reste, ils sont en train de le distribuer parcimonieusement aux Algériens. Et les Algériens, quand ils reçoivent des petits subsides comme ça fait penser à Tebboune et consorts, qui sont en train de faire de la générosité, qui sont en train de faire de la charité vis-à-vis des peuples. Les gens les moins nantis politiquement vont remercier ce régime parce qu'il est en train de leur distribuer des miettes et ils ont l'impression que c'est le régime qui les fait vivre. Les Algériens ne veulent pas recevoir de l'argent sans contrepartie de travail. Les 2 millions de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, qui reçoivent 18 000 dinars, c'est-à-dire 60 € à peu près, ne sont pas en train de tendre la main pour demander de la charité. Et restez avec nous, Adel Jabbar, pardon de vous interrompre. Rafiq Bouhlel, avant de vous donner la parole, nous allons écouter des jeunes gens qui font des radios-trottoirs pour sublimer la fuite en avant et le populisme effréné de Hamham Tebboune. Suite à ces dernières mesures, notamment l'augmentation de l'allocation chômage, nous constatons que le président de la République a tenu ses engagements. Nous sommes très satisfaits de l'augmentation de l'allocation chômage. Le président de la République a tenu en ses promesses. Il y aura certainement d'autres mesures à l'avenir. On se réjouit de cette augmentation, une mesure qui vient en temps utile.
Je remercie le président de la République. Il est aujourd'hui clair que le président de la République soutient le peuple algérien et a toujours tenu en ses promesses, que ce soit pour l'augmentation du SNMG ou concernant d'autres mesures. Nous remercions le président de la République pour toutes ces mesures. La 5, s'il vous plaît, nous allons encore écouter la 5 avant de donner la parole à Rafiq Bouhlel. La 5, s'il vous plaît. يمكن وصف هذا القرار أنه قرار شجاع. لماذا؟ لأنه يأتي في ظرف حساس نوعا ما، خاصة بالنظر لتصريحات وزير المالية الذي أعطى مؤشرات المالية حول مشروع قانون المالية، وظن الجميع أن الدولة الحكومة ستلجأ إلى تقليص المصاريف، ولكن قرار مثل هذا يعني أن الدولة ستواصل على نهجها في إطار تحسين حياة المواطن الكريم، وأيضا تعزيز قدرته الشرائية بما يجسد فعليا الطابع الاجتماعي للدولة. لا ننسى أن تحقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية سنة 2026 هي معتبرة، ويضاف إليها الآن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وهذا يدخل في سياق تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسيس مكانته ووضعيته الاجتماعية. رفيق بوهلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطن à travers ces mesures. Honnêtement, j'en veux pas au peuple algérien là qui a le peuple là, les quelques Algériens qui ont été interrogés dans les rues parce que malheureusement s'ils disent le contraire ils vont se retrouver en prison et ça c'est une réalité amère. Moi j'en veux plus à Monsieur Sassi, Ben Sassi qui a été sur le là que vous venez de présenter sur la 5e ou de Monsieur Slimani que vous avez présenté sur la première séquence. En fait, je les connais tous, ils me connaissent tous. Rappelons que j'ai investi en Algérie, que j'ai créé une franchise parmi la première dans l'histoire de l'Algérie, inscrite à l'Institut national de la propriété intellectuelle algérienne, française et européenne, sachant que j'ai tout perdu pour avoir refusé la corruption. Donc, en matière d'économie, tous ces pseudo-menteurs et qui veulent donner du crédit au régime algérien me connaissent très bien et je connais qui les a nommés et je connais d'où ils viennent. Donc, si on fait une recherche avant 2020, ils n'existaient pas. Donc, pour dire que le Abdelmajid Tebboune a fait quelque chose de bien, il faut savoir que sur les 2 millions de ceux qui touchent l'allocation chômage, il y en a 7 ou 8 qui n'ont pas le droit. Il y en a, parce que officiellement, et les chiffres de Pôle emploi Algérie disent qu'il y a 7 millions de chômeurs inscrits, il n'y a pas moins de 4 millions de chômeurs qui ne sont pas inscrits. Donc, on est sur minimum 11 millions de chômeurs. Et sur les 11 millions de chômeurs, on a les 2 millions, pseudo 2 millions qui touchent cette allocation chômage. Et c'est les personnes qui sortent des universités, qui ne trouvent pas du travail. Parce que pour ceux qui ont travaillé déjà, qui ont déjà été assurés, ils n'ont pas le droit à cette allocation chômage. Donc, ce qu'on peut comprendre par là, qu'il y a 2 millions de diplômés algériens qui sont sortis des universités et qui se retrouvent au chômage faute d'emploi. Et l'emploi qui est créé par qui? Et créé par les entreprises. Les entreprises, elles sont où? Elles sont inexistantes. Et pour aller dans le sens de Si Jamal Siadi, comme il a très bien expliqué, je vais vous donner les classements aujourd'hui. L'Algérie est classée 162e sur 167 pays en matière de liberté économique. Ça veut dire le pouvoir algérien, le régime algérien tient d'une main de fer toutes les décisions à caractère économique et c'est lui qui a la vie ou la mort sur les entreprises. Ou vous faites ce que je vous dis, ou vous donnez de la corruption illégitimement. Si vous ne donnez pas ça, on vous met toutes les pressions possibles et inimaginables pour vous faire couler. Donc ça, c'est une réalité. L'Algérie est classée 132e sur 139 pays en matière d'innovation économique et en matière de propriété intellectuelle. L'Algérie est classée 150e sur 160 pays en matière d'attirance sur les cerveaux algériens. Donc, on a l'Algérie
qui est quasiment dernière avec la Corée du Nord en matière de liberté économique. Elle n'arrive pas à retenir ses cerveaux et ses compétences. Elle n'arrive pas à créer de la richesse ou de la valeur ajoutée à travers comment dire, ses hauts cadres. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mode de gouvernance de kakistocratie qui est basé sur la promotion par l'incompétence et par la loyauté. C'est une méthodologie de gestion qu'on retrouve dans la mafia italienne qui a été étudiée et cartographiée par des juges, où quand vous nommez quelqu'un qui est incompétent à un poste, automatiquement, il vous devient loyal. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie depuis des décennies. Mais depuis l'arrivée de Tebboune, c'est une accélération de cette kleptocratie où tous les responsables des entreprises à haut niveau, ou les ministres, on a des ministres repris de justice, on a des ministres incompétents, on a des ministres, on est au quatrième gouvernement, quatrième premier ministre, et cinquième ou sixième gouvernement, avec les remaniements, etc., etc. On a des budgets qui explosent. On est passé de 67 millions de dollars pour un budget de la présidence à 800 millions de dollars, à plus de 800 millions de dollars de budget de la présidence pour un fonctionnement avec qui? Avec un Boualem incompétent, avec un Kamel Sidi Saïd qui a transformé la presse et les journalistes algériens en moutons. On a des conseillers économiques comme Kamel El-Zik qui, sa place, elle est en prison, et elle n'est pas autant que conseiller économique. On a interdit, bloqué, casser les entreprises. Après, pour se justifier, Abdelmajid Tebboune déclare que c'est pas de sa faute et il est victime de faux rapports économiques. Et voilà la gravité où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des instituts de sondage mondiaux, il y a une réalité économique. Pour créer une entreprise en Algérie, alors qu'en France, moi, je crée une entreprise en 30 minutes chrono, en Algérie, il m'a fallu des mois et des mois. J'ai développé des lois en Algérie. Il m'a fallu presque 1 an et demi pour arriver à développer des lois, des décrets exécutifs, des créations de branches économiques. Ils mettent tellement de bureaucratie et ils calculent sur les ministères du commerce, sur les ministères de l'environnement, sur les ministères de l'énergie. J'ai la chance d'avoir côtoyé Mohamed Argal, les ministres de l'énergie, les anciens ministres de commerce. Ils font tout pour vous bloquer. Ils disent pourquoi vous voulez développer ça, pourquoi vous voulez créer des lois, développer et libéraliser. Quand vous leur dites le mot libéraliser l'économie, libéraliser les entreprises, c'est comme si vous leur donnez plus le moyen d'avoir la pression sur les acteurs économiques et ça les dérange. Et c'est pour cette raison que les entreprises sont entre l'économie, elle est entre la main d'une caste des généraux qui ont détruit l'Algérie à travers la corruption. Et je reçois totalement Saadé quand il dit le problème n'est pas économique, le problème il est politique. Et c'est un mode de gouvernance qui est basé sur la corruption généralisée. Et celui qui n'accepte pas la corruption est automatiquement exclu du pays, menacé de mort et il subit. Rafiq Bouhelal, pardonnez-moi de vous interrompre. Et qu'en est-il des réserves de change? Cette bagarat litama, cette poire pour la route qui est laissée de côté pour les lendemains très hasardeux qui nous attendent, est-ce qu'ils vont recourir à cette réserve de change pour financer leur populisme et leur démagogie? La réserve de change qui est en train de fondre comme neige au soleil et presque à la fin, avant 2029, je mesure mes paroles et j'assume ce que je dis. Avant 2029, l'Algérie va être obligée de se pointer aux portes du FMI pour demander des crédits. Parce qu'il faut savoir que déjà le ministre des Finances actuel a déjà reçu de manière exceptionnelle une délégation du Fonds monétaire international, soi-disant officiellement pour des pourparlers, mais officieusement et selon mes sources, ils sont en pourparlers pour demander des futurs crédits. Et le Fonds monétaire international ne va pas prêter de l'argent à un État qui dilapide son argent. Elle va demander
des contreparties. La contrepartie, c'est quoi? C'est le licenciement massif des fonctionnaires qui consomment, qui coûtent un boost pour le budget de fonctionnement. Ils vont demander la vente des entreprises publiques qui ne fonctionnent plus. Ils ne vont pas là pour le Fonds monétaire international n'est pas là pour financer le train de vie de Abdelmajid Tebboune et des généraux, mais il est là pour financer des crédits afin de faire repartir le pays et ne pas déclarer Je me faillite. permets de vous interrompre, Rafiq Bouhlel, pardonnez-moi, parce que nous arrivons presque à la fin de l'émission. Adel Jabbar, votre sentiment sur tout ça, sur ces réserves de change, cette fuite en avant, cette démagogie, ce populisme, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Tebboune se sent menacé à l'intérieur de son propre système qu'il va dans cette attitude démagogique, populiste? Tebboune, il faut comprendre une chose, c'est que Tebboune ne représente rien, rien, absolument rien. Il est nanti de pouvoir divin sur le plan constitutionnel, mais en réalité, il ne gère, il ne décide de rien. L'article 30 de leur constitution, qui a été voté par 5% des Algériens, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'armée a un droit de regard pour protéger les intérêts supérieurs de la nation. Donc ce Tebboune-là, oui, il est pire que Trump. Trump fait 32 mensonges par jour. Mais comme Tebboune fait un méga mensonge, c'est-à-dire un mensonge d'une tonne, donc il fait peut-être 10 000 mensonges équivalents à ceux de Trump. Donc ce monsieur-là ne représente rien. Il y a un jeune Algérien qui est sorti en 2019. Il a prononcé une phrase de 2 mots. Et je pense que c'est exactement cela qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, s'attarder sur Tebboune, sur ses ministres, nous ne résolvons aucun problème. Le problème de l'Algérie est connu, c'est l'Askar. Nous avons une gestion de la caserne. Rien ne bouge sans la caserne. Je vais vous donner 2 exemples. Ce matin, j'ai écouté un documentaire sur une énorme entreprise de très haute technologie qui s'appelle Nivea. La capitalisation boursière de cette compagnie américaine qui fait dans les puces, elle est de 5 000 milliards de dollars. Elle est en train de se plaindre parce que Trump est en train de déclarer la guerre à la Chine et ils disent si vous nous fermez le marché chinois, nous risquons de perdre 150 milliards de dollars l'année prochaine. Les gens qui réfléchissent, qui créent la richesse, qui font du développement. Je vous donne encore un exemple. On critique souvent la Chine d'être un pays communiste avec un bureau politique. Sachez que tous les membres du bureau politique chinois sont des ingénieurs avant d'être des politiciens. La Chine a investi 200 milliards de dollars dans les startups, dans la technologie future et dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait? Tebboune sort, il dit une puce qui est recherchée à travers le monde entier est fabriquée en Algérie. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'on fabrique des lentilles. Même pas, on importe des lentilles. Donc, le problème qui se pose, ce n'est pas Tebboune et les petits plaisantins qui sont avec lui. C'est le système en lui-même. Et ce système-là, tant et aussi longtemps que c'est l'armée qui gère ce pays d'une main de fer qui fait ce qu'elle veut, dans une impunité quasi totale, on ne peut strictement rien faire. Merci. Aujourd'hui, les Algériens doivent se mobiliser pour changer pacifiquement ce régime et on en parlera. Merci Adel Jabbar, merci Rafiq Bouhlel. Désolé, c'est passé trop vite avec vous deux. Merci beaucoup, vous nous avez beaucoup apporté, à moi personnellement en tout cas. À la prochaine, bonne soirée à vous tous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.